Marc débute son voyage aux confins de l'Argentine, en terre de feu, face au détroit de Magellan. Il veut savoir ce qui se cache derrière cet archipel fascinant et sa rencontre avec Manuel Valvidia, un restaurateur atypique et incontournable de la région d'Ushuaia, devrait l'aider dans cette quête. Terra Incognita, nom attribué à la Terre de Feu, selon des cartes préalables à la découverte de l'Amérique du Sud, est un archipel mythique. Là où, depuis toujours, se rendent des gens de toute aventure pour tordre un destin incertain, à la recherche du paradis perdu, j'ai rencontré un nouvel horizon, vierge et immaculé. Plus loin, plus tard, l'Antarctique, un des coins les plus éloignés et protégés du globe, le continent blanc. Sur ma route, tout au sud de l'Argentine, c'est fou pour moi de découvrir qu'au bout du monde, il y a du monde. L'Antarctique représente environ 10% de la superficie terrestre de la planète, soit 25 fois la France. Malgré cela, ce continent était inconnu pour l'humanité jusqu'en 1840, quand les géographes lui accordent le statut de continent. Peuplé de 5000 personnes en été et 1200 en hiver, aujourd'hui encore, pas moins de 200 000 personnes ont piétiné la glace de ce grand désert blanc. Mais les manchots, ces oiseaux marins, étaient là avant eux. Pour Sébastien, franco-allemand, comme pour moi, c'est aussi une première magique. Il promet de ramener ces images au collège d'enfants handicapés avec lesquels il travaille. Incroyable. Ça arrive pas tous les jours, ça. Bonjour. Normalement, c'est on va dans le zoo pour voir les animaux. Ici, on est les invités, on les voit et c'est magnifique. C'est incroyable. Donc le français fait la différence entre les pingouins qui sont dans l'hémisphère nord et les manchots qui sont dans l'hémisphère sud. Et comme on est dans l'hémisphère sud, le terme qui convient, c'est manchot. Les manchots à jugulaire sont des manchots qui font une soixantaine de centimètres de hauteur, qui pèsent à peu près 5-6 kilos. Et on les reconnaît avec cette trace noire qui correspond à une jugulaire d'un casque imaginaire. Et on trouve aussi des manchots papous qu'on va reconnaître avec leur bec plutôt rouge-orangé. Alors c'est assez simple à faire la différence entre les deux. Ça fait quoi d'être là? La chance. Le privilège d'avoir la chance. La chance. J'y pense constamment dans ce voyage, mais en même temps, ne dit-on pas qu'elle sourit à ceux qui ne l'attendent pas? Dans les îles des Shetland du Sud, il n'y a pas si longtemps, une épaisse couche de glace recouvrait tout. Plus loin, à l'ouest de l'Antarctique, s'est déroulée une bataille qui allait profondément bouleverser le visage de notre planète. Les scientifiques estiment que la fonte des glaces du continent pourrait faire augmenter le niveau des océans de plus de 3 mètres d'ici 1000 ans, ou seulement un siècle dans le scénario le plus pessimiste. L'alerte est-elle suffisante? Il neige sur la proue du Ushuaia, qui cherche son alignement avec le canal Lemaire. S'il vous plaît, un peu de silence. À la passerelle, l'intensité de la neige oblige le capitaine à repositionner le navire pour trouver une brèche évitant les growlers, ces blocs de glace à la dérive. Ici, on peut observer un des paysages les plus spectaculaires de toute la traversée. Le canal Lemaire est tellement photogénique que certains l'appellent le canal Kodak, me dit le second. Tandis que le Ushuaia, en créant des craquements inquiétants, brise les décombres de glace qui se trouvent sur son passage. Aujourd'hui, c'est le jour le plus froid.
20 degrés en dessous de zéro. Le soleil est revenu, la tension est retombée. Les touristes ont quitté leur cabine pour jouir de l'assado, ce barbecue qui est là pour réchauffer les corps et aiguiser les appétits. Je retrouve mes joyeux confrères de la TV japonaise goûtant au choripan, cet hamburger argentin. C'est vachement bon. C'est le meilleur choripan que j'ai mangé. En face, il y a un paysage magnifique et regardez, il y a une équipe de tournage française qui nous filme. Tu peux décider de parler aux gens ou de ne pas leur parler. Mais ici, sur ce bateau, tout le monde s'accorde bien. Alors qu'ils viennent de 17 ou 18 autres pays, tout le monde s'entend bien. Aujourd'hui, je suis là avec vous et je ne l'oublierai jamais. Ce sont les petits moments qui fabriquent ta vie, comme avoir la chance de partager des moments avec d'autres gens. C'est ce qui fait que la vie en vaut la peine. Pour moi. Direction base Vernadsky. Britannique dans les années 50, aujourd'hui ukrainienne, cette station de recherche scientifique a en charge l'étude de l'atmosphère terrestre, des champs magnétiques, de la glaciologie et de l'ozone particulièrement. Sacha est un des 12 scientifiques ukrainiens de la base Vernadsky. Mes collègues et moi, on vit pendant des mois ici. Oui, le temps est long. Nous restons là longtemps, mais tout le monde autour de nous comprend que nous travaillons pour la patrie. Et nos enfants, nos mères, tout le monde est content et s'enorgueillit de notre travail parce que nous faisons quelque chose de droit et de juste pour la science. Aujourd'hui, la couche d'ozone est de 340. C'est normal. Pourquoi avons-nous choisi cet endroit pour faire nos recherches? Parce qu'il y a énormément d'anticyclones en cet endroit précis. L'atmosphère est très perturbée. En une journée, par exemple, le temps change de manière radicale. C'était en 1985, dans la station britannique de Rayleigh, que les premiers scientifiques ont détecté le trou dans la couche d'ozone. L'ozone étant une réaction chimique due aux ultraviolets qui s'éparpillent dans différents champs atmosphériques et terrestres. Cette année, c'est ma deuxième mission. Si je la compare à la première, je vois par exemple que cette année, la couche d'ozone est en meilleures conditions que lors de ma première mission il y a 2 ans. Le monde entier a décidé de prendre les choses en main pour améliorer l'état de la couche d'ozone. La station Vernadsky est également connue pour son bar, le plus méridional de la planète, où la vodka locale coule à flot certaines nuits de très grand vent et où le barman collectionne les soutiens-gorge échangés contre un verre. На здоровье. Cheers. Douze pays intéressés par l'Antarctique réalisèrent en un premier temps un maximum d'observations géophysiques en installant 40 bases sur le continent et 20 bases sur les îles antarctiques. Il apparut très vite nécessaire de créer un cadre réglementaire concernant le continent et les recherches qui s'y déroulent. 1er décembre 1959, un traité est signé. Son principal objectif, s'assurer, dans l'intérêt de toute l'humanité,
que l'Antarctique continuera à être employé exclusivement à des fins pacifiques et ne deviendra ni le théâtre ni l'enjeu de différends internationaux. Alors, Antarctique, désert blanc, à tout le monde ou à personne? À bord du Zodiac, ma question fait débat entre un couple argentin et un Espagnol. Nous avons une loi qui a été votée l'année dernière, je crois. Une loi qui dit que sur toutes les cartes officielles argentines, autant dans l'éducation que pour la politique, etc., on doit inclure la portion d'Antarctique que réclame l'Argentine. À l'échelle réelle. Le traité international antarctique est pour le bien de l'humanité et pour la recherche scientifique. Donc, si l'Argentine sort une loi sur l'Antarctique, elle n'est pas valide. Parce que si on répartit le gâteau, effectivement, chacun pourra venir construire son hôtel 5 étoiles. Dans l'après-midi, nous débarquons à nouveau. Cette fois dans la baie Paradis, où se trouve la base argentine Almirante Brown. Aujourd'hui en pleine restauration, avec l'incorporation d'une station météorologique et l'équipement pour effectuer diverses études scientifiques. Je dirais qu'aujourd'hui, le mieux qui puisse nous arriver, c'est que le traité de l'Antarctique soit maintenu comme il est, d'une manière ininterrompue. La solidarité en Antarctique, c'est un terme clé. Il y a beaucoup de solidarité entre les différentes bases, entre les différents pays et entre les différents navires qui transportent des passagers ou des marchandises. Dans le cas de l'Argentine, on peut dire que c'est une solidarité qui est très active, au travers de différents refuges ou de bases, justement pour tout ce qui concerne les appuis logistiques, dans le cas d'embarcations qui en ont besoin. Sur le chemin de retour vers la Terre de Feu, aujourd'hui il fait 19 degrés sur le pont et 7 degrés à Paris. Nous sommes au mois de mars. Sans contretemps et tout en douceur, le navire pénètre l'étroit canal des Forges de Neptune. Un goulet de 230 mètres de large, les moteurs au ralenti. Dans l'archipel des Shetland, par 62 degrés de latitude sud et 60 degrés de longitude ouest, l'île de Déception. Quelle belle journée aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'endroits dans la péninsule antarctique qui portent des noms français. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de Français qui venaient dans le coin. Cette île antarctique, ancien volcan envahi par l'océan, s'est vengée dans les années 67-69 de la cupidité des baleiniers étrangers et du massacre des cétacés. Une éruption volcanique a fait fuir Norvégiens et Chiliens venus s'installer dans la baie pour y exploiter l'huile de baleine. Oh, il fait vraiment bon. Vous êtes sérieux? Très sérieux. C'est ici le seul endroit de l'Antarctique où l'être humain peut prendre un bain sans perdre la vie. Mais attention, si le vent est gelé, on court le risque d'une brûlure grave. C'est comme plonger dans un seau à glace. Même si l'eau est à 30 degrés, je ne me sens pas vraiment téméraire. C'est vraiment revigorant. Il fait froid. Il fait très froid. Wow. C'est un endroit complètement gelé. J'ai mal partout. Je sens même plus mes tétons. Qui aurait pu imaginer qu'un glaçon de 5000 ans puisse finir ses jours dans un verre de whisky, me dit le barman. Personne.
Bonsoir, Antarcticains. Maintenant, il est temps pour nous de dire au revoir à cet extraordinaire et magnifique voyage. Au revoir, Antarctica. Je me retourne pour vérifier que, pour de vrai, le continent blanc est toujours là, que je n'ai pas rêvé. Finalement, au cul du monde, il y a du beau monde.